Me parlez pas de Sinners, de je sais pas quoi, de toute cette merde, d'Alcaraz, tout ça. Ouais, non, il abuse. Bon, on va regarder le docu. On va regarder le docu, non mais là il se branle, Il parlait de Pantacourt, débardeur. Il avait des bras, c'était deux fusils à pompe. Elle va ouvrir son cul, elle va dire que de la merde. Elle est con parce qu'en fait, elle vient de dire quoi? Elle a dit, en France, il y a personne qui regarde. Et là, elle dit quoi? C'est pas la question. Non, mais il y a personne qui regarde, c'est de la merde. Franchement, non, hein. Et sa tête, déjà sa tête, t'as vu sa tête? Sa tête, elle donne pas envie de parler à ça, tu vois. Déjà, réveille-toi, cousine. T'as vu, réveille-toi, 5 minutes. C'est un immense champion avec une grande humilité. Fidélité. Humilité. Pour moi, c'est un des plus grands sportifs de tous les temps. C'est genre le sportif. Rafael Nadal, lui aussi en fait partie. S'il a pu gravir les sommets et rester plus longtemps que quiconque, ce n'est pas un hasard. Cette longévité, cette résilience hors norme prennent racine bien plus loin, bien plus tôt, avant les trophées et bien avant que son nom ne devienne une légende. Pour s'en rendre compte, il faut revenir plusieurs années en arrière, au large des côtes espagnoles. Lui, en fait, il habite à Porto Cristo. Porto Cristo, c'est une petite cité balnéaire, donc pour le coup vraiment qui donne sur la Méditerranée et qui est à 10 km de Manacor. Côté tennis, Rafa commence très tôt, à l'âge de 4 ans. Il n'avait que quelques rues à traverser pour passer de l'immeuble familial au club de tennis de la ville. Quand il y allait, c'était pour retrouver Antonio dit Tony, son oncle, mais aussi le professeur attitré du club. Il y a un match en particulier qui m'a choqué quand j'étais petit. C'était Roland Garros, c'était contre Djokovic. C'était il y a pas longtemps. C'était la demi-finale. Me parlez pas de Sinners, de je sais pas quoi, de toute cette merde, d'Alcaraz, tout ça. Moi, ça pue du cul. Déjà, Rafa, déjà à l'ancienne, même pendant qu'il jouait, c'est son service. Peut-être que. Bon, là non, hein, mais de base. Oui, oui. Il a toujours son. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et là, ça part. Ah, tout ça. Non, mais le revers, c'est atroce. Ouais, non, il abuse. Bon, on va regarder le docu. On va regarder le docu. Non, mais là, il se branle. J'ai pas envie de réacter à ça. C'est le fin de ses carrières. J'ai envie de voir ça. Dès les premiers échanges, Tony perçoit en son neveu quelque chose de rare. Rafa apprend vite, assimile tout avec une facilité déconcertante. Il comprend alors qu'il a entre les mains un talent unique et désormais un rôle essentiel à jouer dans son développement. En fait, Tony Nadal, c'est quasiment comme si les parents de Rafael Nadal avaient confié leur enfant en disant, voilà, écoute, on te laisse bien sûr l'entraîneur de tennis, et puis surtout, tu seras aussi une sorte de précepteur, tu vas être son éducateur au sens d'apprendre un peu la vie, et c'est vrai que c'est la personne avec laquelle il a passé le plus de temps, entre 5 ans et 25 ans. Pendant 20 ans, c'était la personne avec laquelle il partageait le plus de discussions, et effectivement, Tony a pris son rôle très au sérieux, à la fois d'entraîneur de tennis, mais aussi de personnes qui devaient le guider, bien sûr, vers la maturité. Au football comme au tennis, Rafael est naturellement gaucher. Pourtant, peu savent que Nadal est en réalité. L'outfit. Déjà, l'outfit, moi, Pourtant- précurseur. Pantacourt, débardeur. Il avait des bras, c'était deux fusils à pompe. Théma ce bras. Vu qu'il est gaucher. Alors, mais le bras gauche. Bah, après, c'est les tennisman. Le bras gauche, ça dépend si t'es gaucher ou droitier. Il aura toujours un bras plus musclé que l'autre. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est ce fou malade que son bras, mais on dirait il avait une matraque télescopique et à droite, il avait genre une baguette de pain. La différence était incroyable. Le mec qui passait d'une mitraillette à gauche et d'un parapluie à droite. Que Nadal est en réalité droitier. Certains médias avaient longtemps affirmé que Tony l'avait contraint de jouer de la main gauche. Une idée fausse, selon l'Espagnol. Dans ses premières années, il manquait de force pour envoyer la balle de l'autre côté du filet. C'est pourquoi il utilisait sa raquette à deux mains, aussi bien pour son coup droit que pour son revers. Un jour, son oncle lui dit « Aucun professionnel ne joue à deux mains, et ce n'est pas nous qui allons innover. Il faut donc que tu changes. » C'est ainsi que la main gauche s'est imposée naturellement pour Rafa. Juste un clap tranquillement. L'éducation joue énormément, notamment celle de son oncle Tony, qui a Alors, juste ça là, l'équipe. C'est pour ça que le docu, j'ai envie de l'arrêter maintenant, parce que t'as vu l'organigramme, l'équipe, c'est pas du tout dans ma DA. Je ne peux pas me les voir. Pourquoi ce genre de commentaires de merde, ce genre de commentaires de gros enculés, ils se permettent de faire ce genre de trucs, ils se permettent de dire ça, ils se permettent d'ouvrir leur cul. C'est pas vraiment notre culture, le foot US en France, vous pourriez me dire? Écoutez bien comment ce journal-là
dézinguent une discipline. Juste parce que ils n'ont pas la connaissance et la connaissance d'esprit, l'envie de savoir, de savoir outre-Atlantique ce qui se passe. Aucun intérêt, et pourtant. Déjà, ça commence très fort, déjà. Aucun intérêt. La meuf s'en bat les couilles. Et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fait, ils sont tellement déconnectés de la réalité, déconnectés de tout ce qui se passe. En gros, ils tirent sur les mecs qui font du football américain en France, dont moi. Donc, en gros, ils tirent dessus. Ils tirent sur tout le monde, sur les adhérents, sur les bénévoles, les gens qui, par passion, font vivre les matchs, etc. Parce qu'il y a des buvettes, c'est vraiment connu en France. Les gens s'en rendent pas compte. Attends, ils ont mis une soundboard en mode il a bugué. Alors j'entends le côté le Stade de France. Elle va ouvrir son cul, elle va dire que de la merde. Voilà, déjà, elle dit de la merde. Quand elle dit que ça dure quelques secondes à chaque fois, je sais plus ce qu'elle a dit. Voilà, déjà, elle se fait dézinguer déjà. On va ramener Keith Stromae. Là, c'est les States qui organisent ça, donc t'as vu ce que tu racontes, c'est un peu de la merde. En fait, elle, c'est comme dans Avengers. Dans le film Avengers, chaque film qui sont produits par les États-Unis quand ça parle de super-héros, pour eux, la planète Terre, c'est les States. Elle, en l'occurrence, pour elle, la planète Terre, c'est la France. Et elle croit qu'en gros, il n'y a que les États-Unis qui regardent la NFL. Il y a pas des. Franchement, il y a tellement de monde. Il y a l'Amérique du Sud qui est à fond branché dedans. T'as l'Europe de l'Est. Le nombre de personnes qui sont fans de ça, de ce sport, les gens se rendent pas compte. C'est des niches de ouf, hein. Mais genre, c'est vraiment OP de ouf. Les gens, ils sont vraiment à fond dedans. C'est un sport de niche. C'est un sport de niche. Ça, le problème, c'est que c'est pas beaucoup médiatisé. Mais les gens se rendent pas compte que y a grave du monde derrière, tu vois. À 3 équipes, madame. Il y en a par conférence. On est en 16, je crois. 16 ou 15, je sais plus. Du championnat américain de football américain. Et puis en termes de licenciés, vous le voyez, 33 000 se sont licenciés. Merci. Une hausse de 12% par rapport Voilà, à l'année merci. dernière. Elle est con parce qu'en fait, elle vient de dire quoi? Elle a dit, en France, il y a personne qui regarde. Et là, elle dit quoi? Ça, c'est pas la question. C'est pas la question. Il y a 2 minutes, elle vient de dire quoi? Non, mais il y a personne qui regarde. C'est de la merde. Franchement. Attends, ouais, et sa tête. Déjà sa tête, t'as vu sa tête? Sa tête, elle donne pas envie de... Ça donne pas envie de parler à ça, tu vois. Déjà, qui met un pull, là... Guette le pull. Déjà, tu mets un pull, déjà, tu remontes les manches. Déjà, réveille-toi, cousine. T'as vu, réveille-toi. 5 minutes. Et voilà, je vais pas vanner sur le physique, parce que sinon, on vanne pas sur le physique, mais... Ce que tu dis, c'est pas pertinent. Ce que tu dis, c'est pas pertinent du tout. Alors j'ai une question pour toi. Tu trouves pas qu'il y a trop de temps mort? Alors Elle dit que de la merde. Elle dit que de la merde. Parce qu'il y a un match qui se joue bien, ça dure. Et un match qui se joue bien et sans faute, etc. Ça dure allez, grand max 2 heures. 1h30, 2 heures. Et encore, le dernier match que j'ai fait avec mon club, ça a duré 1h30 à tout péter. Même moi, j'étais choqué que ça dure aussi peu. Mais il faut savoir que c'est du fractionné. Tu cours, sur le terrain, il y a tout le monde qui fait un truc. Il n'y a pas une seule personne qui ne fait rien. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Un mec qui fait rien, ça n'existe pas. Et un mec qui fait rien, c'est que soit il a de la chance, et encore, quand je dis faire rien, c'est vraiment rien faire. C'est genre regarder les étoiles. Parce que ne rien faire, c'est ne pas bouger. Or que là, tout le monde est en mouvement, il n'y a pas une personne qui ne bouge pas. Ça part du running back, ça part du quarterback, ça part de la O-line, ça part des receveurs, ça part des corners, ça part des DB, ça part des linemen, ça part des linebackers. Il y a tout le monde qui est en mouvement, il n'y a pas une seule personne qui ne bouge pas. C'est pour ça que ça rend le sport encore plus compliqué. Parce qu'il y a dans certains sports, il y a des mecs qui bougent pas, ils font rien. Je dis pas qu'au rugby ils font rien, mais genre si tu vois un ailier pendant 10-15 minutes, voire 5 minutes, il peut ne rien faire. Il peut ne servir à rien. Elle, franchement, elle a le cerveau d'une huître. Je suis resté longtemps dessus, putain. Pour sa famille, la discipline passait avant les trophées. Le plus important n'était pas qu'il devienne un champion, mais un homme bon. Dans la victoire comme dans la défaite, saluer son adversaire sur le court, c'est devenu une seconde nature pour lui. Mais alors, comment ce jeune garçon multiples influences va faire naître en lui le prodige espagnol que le monde entier découvrira quelques années plus tard? En 1999, il y atteint la finale, où il affronte un certain Richard Gasquet, autre prodige du tennis. Nés tous deux en 1986, à seulement 15 jours d'écart, ils suivent chacun un parcours bien distinct. L'un est entraîné par son père, l'autre par son oncle. Quand ils passeront tous les deux sur le circuit pro, Gasquet ne le battra plus, et ils n'évolueront finalement jamais sur la même planète. Classé 810e en janvier 2002, il finira l'année à la 200e place, et en 2003, tout va s'accélérer. En avril, il intègre le top 100, puis réalise ses premiers pas en Grand Chelem. Par contre, top 100, il a 17 piges. Top 100, il a 17 piges. Je sais pas si on se rend compte de la perf, surtout dans le tennis. Non, ça c'est faux. En gros, il a toujours été gaucher.
En gros, enfin, il le dit en gros dans le docu. Il le dit. Et il a toujours été gaucher de base. Parce qu'en fait, au début, il faisait ses revers à deux mains. Revers et coup droit à deux mains. Et son oncle, il lui a dit nous, on va pas réinventer le tennis. Non, les coups droits, c'est fait avec une main. Et les revers aussi. Du coup, bah, on va pas réinventer le tennis, évidemment. À 18 ans, Nadal s'offre sa première finale sur le circuit ATP. L'enjeu est de taille. Et par contre, ça c'est vraiment une dinguerie parce qu'il a quel âge? Il a 18 ans. Le mec, il est en train de passer le bac là. Moi, lui, il est en train de passer le bac, il fait des finales ATP. Moi, je suis chez moi à savoir ce qu'on mange ce soir et en train de jouer à Advanced Warfare. C'est pas du tout au sport. Au sport, je m'en battais les couilles. Ah, j'avais commencé la muscu à 17 ans et demi. Lui, à 18 piges, il fait des finales ATP. Mais ce jour-là, rien ne semble pouvoir le perturber. Face à José Acasuso, Rafa joue son jeu et pousse très vite l'Argentin dans l'impasse. Son adversaire se rend compte, il n'a tout simplement pas les clés pour déborder Nadal et s'incline en toute logique, 6-3, 6-4. Le public polonais ne le sait pas encore, mais il vient d'assister au premier couronnement du futur roi de la terre battue. Nadal possède un bilan impressionnant de 23 victoires pour seulement 10 défaites. Des statistiques qui se détachent déjà nettement de ses résultats sur les autres surfaces. Sur terre battue. Hein. En gazon, c'est compliqué, t'as fait des erreurs devant toi. 20 ans plus tard, la domination est totale. 484 victoires pour 51 défaites sur sa surface fétiche. Mais Nadal, c'est aussi 92 titres, dont 63 sur terre battue. Et quand il arrive en finale, le résultat est souvent le même. 88% de chances de gagner quand t'arrives en finale sur terre battue. Genre, dès qu'il arrive en finale, il a 88% de chances de gagner. Rafa a fait de la terre battue un royaume imprenable. Réussir à dompter l'Espagnol sur cette surface, relevé de l'exploit. De toute façon, on peut dire qu'à Manacor, il n'y avait que des terrains sur terre battue, mais Après, ça fait partie du sud de l'Espagne et plus du sud de la France, terre battue. C'est un peu le sol sacré du sud. Son premier vrai coup d'éclat sur cette surface intervient en 2003. Le jeune Raphaël débarque à Monaco pour y disputer les qualifications du Masters de Monte-Carlo. Masters de Monte-Carlo, le mec il a 16 piges. Je sais pas si vous captez la DA, le mec 16 piges. 16 piges, tu fais le Masters de Monte-Carlo à Monaco. Genre tu te chauffes comme ça, boum, t'es qualifié. À cette époque, et même Il est devenu pro en 2001, et là, il a 17 piges, hein. Il a déjà 38 000 balles sur le compte. Dès lors que le tournoi il a commencé à Madrid, le mec il a direct gagné. Terre battue, c'est chez lui. Terre battue, la balle elle va vite. Lui en plus il met de l'impact, il met de la vitesse dans tout ce qu'il fait, il met de la puissance. D'ailleurs, il a appris à sauter. Son oncle, il l'a appris à sauter. En gros, il le disait que, en gros, quand il faisait son coup droit, le fait de pas sauter, il perdait de la puissance. Donc en gros, le fait de sauter à chaque fois qu'il fait un coup droit, ça rajoute de la puissance et en plus de ça, ça rajoute de la puissance psychologique. On voit la balle plus vite en sautant. Un coup, c'est soit tu mets beaucoup de vitesse, soit tu mets beaucoup d'effet. Et faire les deux à la fois, c'est hyper difficile. Et lui, Nadal, c'est un des rares joueurs qui a cette capacité à la fois imprimer une grosse vitesse et un gros effet. C'est là où il se décale. Il le renvoie, il dit regarde, va là-bas. Là, il voit que la balle, il la prend mal, Goffin. Théma, le revers de zinzin que je te mets. Le coup droit, pardon. Il se place, et là. C'est ça, chaque. l'Espagnol maîtrise principalement ses adversaires à l'aide de son Attends. Est-ce qu'on peut parler de l'effet de la balle? Comment t'es constitué de neurones? Tu te dis, je vais envoyer ça là. En plus, il la brosse comme ça. La balle, elle fait. principalement ses adversaires à l'aide de son coup droit. Si aujourd'hui, son revers est devenu une arme, Oh, c'est au premier Roland Garros là. il fait face à Mariano Puerta. Malgré la perte du premier set, il serre le jeu et vient emporter les 3 suivants pour inscrire définitivement son nom dans la légende. Ouais, c'est son premier là. Il décroche à 19 ans son premier succès en Grand Chelem. 19 ans, tu gagnes Roland Garros en fait. 18 piges. Et moi, c'est la tenue. 10 mois seulement après son premier Moi, c'est la tenue, parce que... Ah bah tiens, Zidane derrière, magnifique, incroyable. C'est la tenue, tout le monde était un peu conventionnel, genre t-shirt, short, chaussettes. titre sur le circuit. Lui, il est arrivé, comme moi, sous débardeur. Cette année 2005 est l'une des plus impressionnantes de la carrière de Nadal. Il remporte 11 titres, dont 8 sur terre battue. Il faut savoir aussi un truc, c'est que quand tu gagnes un tournoi, que ce soit un ATP ou des tournois majeurs comme Wimbledon ou Roland Garros, faut savoir que quand tu arrives à la finale, en contrepartie, malheureusement, le désavantage de gagner, c'est que, admettons, t'es un joueur, je sais pas, t'es 20e mondial, tu perds en quart de finale. Toi, tu t'en fous, t'as genre 3 semaines, 1 mois pour te préparer pour le prochain championnat. Mais quand t'arrives en finale et qu'après tu renchaînes sur un autre tournoi, t'as genre 1 semaine de battement. Et
Quand je te dis une semaine de battement, c'est genre, t'as le temps de prendre l'avion, t'arrives à l'autre endroit. De ce que j'ai compris, tu dors pas très longtemps. Tu dors et le lendemain, tu dois te rentraîner. Parce que t'as genre la semaine préparée au début du tournoi. Donc c'est là que je me dis que les mecs, c'est des ovnis. Hein. Enchaîner des tournois comme ça, physique de ouf. Mais en 2009, tout ne va pas se passer comme prévu. Dans le costume de numéro 1 mondial, Nadal affronte en 8e de finale le Suédois Robin Söderling, 25e mondial. C'est un très bon joueur, Söderling, mais à ce moment-là, il n'est pas top 5 sur terre battue. Ah non, Söderling, c'est du lourd. Hein. Moi, je suis fan de Nadal, tu connais, mais Söderling, c'est du sale. Frère. Lui, la moitié des points qu'il gagnait, la moitié, c'était sur des services. Hein. Le problème, c'est que lui, quand il tape, quand Söderling tape, en fait, tu vois que la balle elle est tellement basse que tu peux pas la reprendre. En fait. La balle, elle rase tellement le filet. Là, elle passe comment? Le pire, c'est qu'en plus, cet enculé, il est grand. Donc, en fait, quand il prend la balle, elle fait, au lieu de faire ça, elle fait... Elle descend. Genre, en fait, il fait un coup droit, mais le coup droit, il fait pas ça. Le coup droit, il fait pas ça. Il fait... Parce qu'en plus, là, le rebond, il arrive genre à... Genre, t'es là, le rebond, il est là, quoi. En 2010, Nadal prend sa revanche sur Söderling, qu'il balaye en 3-7, avant de reprendre son irrésistible marche en avant. L'année suivante, en 2011, il égale Björn Borg en nombre de titres, avant de le dépasser en 2012 et de devenir seul au monde. Et après, il part tout seul dans son délire, et il enchaîne. Sur les dernières années, finalement, il a été beaucoup plus apprécié. Aussi, je pense, parce qu'il avait un visage plus humain, parce qu'il avait plus perdu, parce qu'il avait montré plus de fêlures. Quand en 2015-2016, il est au fond du trou, qui parle de blessure mentale, qui se fait écraser par Djokovic en quart en 2015, le public commence... Moi, j'ai juste un truc à dire. Djokovic est bon, hein, mais c'est comme Federer. Roland Garros, quand Federer le gagne juste parce que Nadal est plus là. Parce que Nadal, il est au meilleur... S'il n'y a eu pas la séparation de ses parents, Federer, jamais de la vie, il aurait touché à Roland Garros. Jamais de la vie. Il aurait gratté, si ce n'est touché le trophée. Et Djokovic, pareil. Hein. Djokovic, c'est genre, pas le Mbappé, mais genre, un mec qui se la pète. Ouais, Mbappé. Un petit Mbappé, un mec qui se la pète, quoi. Un mec super bon, mais pas au niveau de Nadal, loin de là. Enfin, Nadal, je pense qu'il aurait joué une finale de Roland Garros en étant à 60-70%, il gagnait quand même. Parce qu'il était trop au-dessus des autres. Gagner autant de fois Roland, j'ai du mal à y croire. Quand on est capable de le gagner 14 fois, c'est qu'on n'a même pas de concurrence en fait. Enfin, c'est complètement fou en fait. Il va laisser une empreinte éternelle dans le monde du tennis. Pour moi, celui-là, il est intouchable. Bon, les refs, nous on va s'arrêter là parce que y a le match de la France quand même. La bise, amusez-vous bien et bon match à tout le monde, je vous aime, ciao ciao.